Mesdames et messieurs, merci de nous joindre sur la DDH News Télévision. Nous sommes en direct de la ville-province de Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, c'est depuis l'entretien. Nous sommes dans la rubrique point de vue à laquelle plutôt vous allez commencer à vous habituer. L'actualité l'oblige, en République démocratique du Congo, on a trop attendu depuis le 20 janvier que le président de la République a prêté le serment, a été investi. Pour le deuxième mandat, on attendait toujours le premier ministre ou la première ministre. Ainsi dit, ainsi fait, Tshisekedi avait promis au nom de sa vision sur la parité, au nom de sa vision sur la masculinité positive, qu'il y aura peut-être une femme qui va être nommée à la tête du gouvernement. C'est ce qui a été fait le 1er avril 2024. Nous avons une femme du nom de Judith Toulouka. Judith Toulouka qui n'est pas présentée parce qu'elle a déjà occupé certaines fonctions politiques en République démocratique du Congo. Nous allons poser des questions à quelques personnalités, surtout les défenseurs des droits de l'homme. Jonas Tchombela, qui est le coordonnateur national de la nouvelle société civile congolaise, vous le savez, il s'est toujours prononcé sur la parité et lors du tout premier numéro qui est passé sur notre chaîne, Tchombela s'était vraiment indigné et il attendait que le gouvernement, lors de ce gouvernement, le président de la République fasse preuve du respect de l'article 14 de la Constitution. Vous allez l'écouter dans quelques instants, il va répondre aux questions de votre rédaction. Je crois que nous pouvons que saluer sa nomination. La compétence n'a pas de sexe ni genre, j'allais dire. Il n'y avait pas un critère qui s'appelle femme pour qu'on puisse la nommer, mais seulement le critère que je pense qui a beaucoup milité, c'est la compétence. Donc la compétence n'a pas de genre, n'a pas de sexe. Donc nous saluons son arrivée à la primature. Comme tout Congolais, nous partons sur des présomptions de croire que tout pourrait bien se passer et que plusieurs défis à quoi le pays fait face actuellement seront relevés à cause de son impulsion et son expérience. Nous avons son expérience, son CV. Elle a milité, elle a terminé dans de bonnes universités, elle a été dans les institutions internationales, et elle est même ministre en fonction du plan. Donc toute cette expérience sera mise pour maximiser les chances de réussite de son passage à la primature comme première dame en République démocratique du Congo qui bénéficie de ces privilèges et de ce poste. Mes attentes comme individu, c'est énorme. Mais il faut aller dans nos attentes collectives. Parce que le pays a besoin de la paix. Nous voulons voir les grands signaux forts de la première dame qui est à la primature sur la sécurité, sur la guerre nous imposée par la communauté internationale et par pays voisins, le Rwanda et l'Ouganda. Et cette complicité, ce complot vaste organisé, comment comptons nous déjouer et récupérer nos territoires jusqu'aujourd'hui occupés et pillés par ceux qui ont choisi les armes comme voie de conquérir le pouvoir. C'est un grand défi pour elles. Le défi, c'est aussi l'éducation de nos enfants. La gratuité dans l'enseignement fondamental a été décrétée, mais les conditions d'exercice de cette gratuité ne sont pas beaucoup plus idéales. Nous estimons avec son arrivée, on pourra améliorer. Comment voulez-vous qu'on ait une classe où on attendait 30 enfants, maintenant c'est 60, un maître qu'on paie difficilement 200 ou 300 000 francs. Donc je pense que tout ça doit s'améliorer aussi. L'accès aux soins de santé dans nos villages, c'est un luxe. On peut mourir parce qu'on a manqué un comprimé. Donc l'état même de nos routes, l'accès à l'eau potable reste toujours une denrée rare. Jusqu'en plein XXIe siècle, dans certains de nos villages, nous buvons l'eau des rivières qui n'est pas potable, exposée à toutes sortes de maladies hydriques. Donc il y a ça.
il y a aussi le problème de l'accès à l'énergie. Il y a beaucoup de projets qui ont été initiés qui n'ont pas été, qu'on n'a pas trouvé de solution. Mais surtout, nous attendons de la Première ministre nous dire un peu qu'est-ce qui s'était passé dans le procès de 100 jours. Quand même, ceux qui étaient accusés ont été acquittés. Mais la suite est quoi? La suite est quoi? L'état délié de cette question, ça fait partie aussi des choses qu'il peut capitaliser en termes de leçons. Parce qu'on aurait aussi besoin de ces 100 jours. Qu'est-ce qui s'est passé avec le projet Tshilé-Gelou ou l'état délai du projet Tshilé-Gelou? C'est où? Où est-ce que nous en sommes? Qu'est-ce qu'elle peut nous dire sur toutes ces questions? Il ne suffit pas seulement qu'elle nous fasse rêver en nous faisant oublier ce qui a été fait. Nous devons aussi savoir ce qui a été fait, c'est arrivé à quoi. Donc il y a toutes ces informations que nous devons obtenir. Comment compte-t-elle travailler pour que la justice de notre pays cesse d'être malade, comme l'a dit le chef de l'État. Le chef de l'État, non seulement qu'elle va exécuter, mais elle peut évaluer pour savoir si c'est bien exécuté ou c'est mal exécuté. Parce qu'il y a certains endroits de la République où ce n'est pas encore exécuté, où ce n'est pas encore arrivé, où ça n'arrivera jamais. Dans ce monde existe aussi parce que la nouvelle société civile avait organisé une gigantesque marche dans ce pays. Nous n'avons jamais eu même un mot de remerciement. Mais nous n'en avons pas besoin parce que nous l'avons fait pour notre pays. Nous l'avons fait sans attendre les moyens. Nous l'avons fait avec notre intelligence pour le bien du Congo et des Congolais. Pour ça, on peut nous remercier ou ne pas nous remercier. Nous n'avons pas besoin de quelque chose. Maintenant, la question de savoir la gratuité j'ai été reçu par le ministre de l'Éducation il y a à peu près quelques jours. J'ai vu que M. Tony Mwaba, c'est de lui que je parle, il m'a fait entendre que tout était déjà planifié et le chef de l'État a déjà le programme pour qu'on puisse accéder à cette demande du chef qui a promis à la population d'aller au niveau secondaire. Tout était déjà mis en place. Il ne reste que quand le gouvernement va venir, il puisse activer. Je peux le croire, mais aussi en même temps, je reste très vigilant sur l'amélioration de ce qui a déjà été commencé. Donc, les infrastructures doivent suivre. Les frais de fonctionnement doivent suivre. Et je crois qu'ils ont tiré des leçons de rater de la première partie de la gratuité pour capitaliser cela dans la deuxième partie de la gratuité. Tout ça, à croire le ministre Tony Mwaba, je crois que le Premier ministre qui vient d'arriver pourra capitaliser tous ces éléments qui sont déjà faits prêts pour qu'on puisse faire bénéficier à l'enfant congolais de la gratuité, mais il se posera certainement un problème d'infrastructure et aussi un problème de moyens qu'il faut mobiliser rationnellement. Donc, je crois que la compétence, comme je l'ai dit, n'a pas de sexe. Cette maman, beaucoup de Congolais ont beaucoup d'espoir en elle parce qu'elle vient quelque part. On n'a pas un passé qui peut nous inquiéter jusqu'à ce stade. Peut-être quand nous allons davantage fouiller, peut-être qu'il peut nous en rendre heureux. Donc, c'est effectivement un pas vers quelque chose, mais qui n'est pas la parité. Faire quelque chose qui n'est pas la parité. Peut-être que dans le gouvernement qui va venir, nous aurions souhaité qu'il y ait 50 hommes et 50 femmes. Si c'est 30 hommes, 30 femmes, les postes nominatifs, c'est le cas des entreprises publiques. Je crois que si nous allons dans une société équilibrée, on diminue les frustrations. Au-delà des postes qu'il faut occuper, le pays, il y a beaucoup de frustrations dans le pays. Vous ne pouvez pas vous imaginer beaucoup de choses que se disent sur la place publique ou dans les réseaux sociaux pour vous rendre compte du niveau de frustration. Les dernières élections ont beaucoup frustré. Donc, dans le partage des responsabilités, il faut minimiser aussi cela. Si on ne minimise pas, il y aura encore plus de frustrés et nous n'allons pas dans un pays où nous sommes exposés à des guerres injustes qui nous sont imposées et on ne peut pas combattre une telle guerre dans un environnement de frustration. Donc, c'est une sorte d'avancée. Ce n'est pas que c'est les femmes qui sont frustrées seulement, il y a aussi les hommes qui sont frustrés. Il faut penser à tous ces éléments-là pour créer les conditions de
de cohésion nationale. Dans son discours d'investiture, il est venu sur la question de la cohésion nationale. Je crois que c'est l'occasion. Il y a 6 points dedans que nous devons voir. Et hier, j'étais encore en train de relire cela et j'attends Madame la Première ministre sur les 6 points du chef de l'État. Je crois que le gouvernement même est déjà fait. C'est seulement des décors protocolaires qui sont en train de se dérouler maintenant. Nous estimons que le pays appartient à tout le monde. Nous avons été des gens qui avons critiqué la manière dont l'informateur a mené sa mission. Nous pensions qu'il devait élargir pour créer les conditions de cohésion nationale. Malheureusement, il s'en est tenu aux seuls qui ont la majorité au Parlement ou qui l'ont la minorité au Parlement, mais il n'a pas élargi l'espace qui n'a pas été au Parlement ou qui n'a pas été, mais qu'on appelle pour l'associer à la cohésion nationale. Alors, quand il s'agit de partage de responsabilité, là, c'est un groupe de gens. Quand il s'agit maintenant d'appel à la cohésion nationale, là, c'est tout le monde. Un pays où il y a des spectateurs et des acteurs, ce n'est pas un pays qui parle de l'avant. Donc, il faut qu'on pense à ces conditions-là, de créer les conditions de cohésion nationale pour que nous puissions faire face à l'ennemi qui est devant nous. Alors, cette manière de faire, de laisser les uns et les autres à côté, effectivement, tout le monde ne sera pas là. Mais c'est un exercice qu'il faut faire pour que l'opinion comprenne qu'il y a un souci d'unité du pays, un souci d'accompagner le pays, parce que c'est un bien de tous. Ce n'est pas un bien d'un groupe de gens qui ont pris en otage. Ça, c'est la première question. Les gens qui vont prendre leurs frères, leurs sœurs, si c'est le pays transformé en leurs frères et leurs sœurs, ils seront en face de nous au lieu d'être derrière nous. Nous serons en face d'eux. Parce que nous allons être très vigilants avec ce nouveau mandat. Deuxièmement, il y a le problème de cumul de fonctions. Nous sommes parmi ceux qui ont quand même regretté que les gens qui sont déjà au Parlement, au même moment, ils sont en train de faire des affaires courantes. Ce n'est pas grave. Mais ce qui compte maintenant, c'est les gens qui cumulent de fonctions. Le même qui reviennent tout le temps. Alors là, nous risquons de croire que le pays est pris en otage et que ça ne valait même pas la peine d'aller aux élections. Il fallait reconduire les mêmes et avancer. Ah ben, c'est ça que nous sommes en train de redouter. Nous verrons les ministres qui vont venir, à mon humble avis, si quelqu'un a été élu au Parlement et on l'envoie au Parlement. Il n'a plus le droit de revenir au gouvernement. Parce qu'il y a d'autres Congolais compétents qui peuvent jouer. Et ça peut casser les frustrations dans l'opinion. Mais si on prend toujours les mêmes, alors le pays de les mêmes doit s'arrêter. Je crois que nous voulons quand même voir ce renouvellement de la classe politique tant vanté par le chef de l'État se concrétiser dans le sens des responsabilités. Ceux qui sont élus au Parlement vont au Parlement, ils vont siéger au Parlement, comme on l'a en train de le voir. Il est candidat conseiller communal lui-même, candidat député national lui-même, candidat sénateur lui-même, candidat ministre lui-même, comme si le pays était un pays de lui-même. Alors, les pays de lui-même doivent s'arrêter. On doit aller loin. Je crois que dans son premier mandat, le chef de l'État tentait de convaincre ceux qui étaient au Parlement d'y rester, mais ça n'a pas marché. J'espère que cette fois-ci, il ne va pas quand même céder. S'il cédait, ben, écoutez, nous serons inquiets et là, il y a une possibilité de nous trouver en face. Et donc, j'étais en train de dire que nous sommes satisfaits parce qu'on n'a pas nommé un parvenu. C'est quelqu'un qui est connu dans la gestion de la chose publique. Il a géré dans des organismes internationaux. Il est ministre du plan sortant. Nous pensons que le président de la République a misé sur les compétences. Jusque-là, on n'a pas entendu des inquiétudes par rapport au programme de 145 territoires. Donc on estime qu'il doit avoir posé des actes, il doit avoir tenté de mieux gérer ces programmes-là. Et par rapport à cela, nous pensons que le président de la République a misé sur les compétences, que Mme Judith doit avoir fait preuve pendant qu'elle a géré le ministère du Plan. Et donc nous pensons que nous sommes, étant ceux qui se battent pour l'avènement de la femme, pour que la femme puisse
accéder au poste de prise de décision. C'est une avancée que nous saluons et pensons qu'elle va faire preuve de ce dont on attend de la femme dans la gestion de la chose publique. Nous pensons que les défis sont énormes. Il y a la sécurité, il y a l'accès des citoyens aux besoins sociaux de base, il y a l'économie, le développement de notre économie, il y a la diversification de notre économie, autant de défis qui l'attendent et nous pensons qu'elle sera à la hauteur pour répondre à toutes ces questions-là qui sont énormes. Nous pensons qu'elle va mettre autour d'elle une équipe qui va bien sûr lui permettre de relever ces défis-là. Qu'elles doivent savoir qu'elles ne vont pas à l'école pour rien. Elles partent à l'école pour servir leur famille, servir leur communauté, servir leur république. Et donc, elles doivent faire en sorte qu'elles soient les meilleures parmi les meilleurs, au même titre que les garçons, pour demain aussi être comptés parmi les dirigeants de la République, que ce soit comme Premier ministre, comme gouverneur, comme président d'une des deux chambres, comme mandataire public, comme officier général dans l'armée, dans la police. Et donc, ce n'est pas pour rien qu'elles vont à l'école. La seule différence qu'il y a entre la fille et les garçons est que la fille, elle est de sexe féminin et les garçons est de sexe masculin. Mais tous, ils vont à l'école, ils fréquentent les mêmes écoles et donc elles doivent être prêtes à développer les compétences devant leur permettre d'être utiles à leur société.